va parler maintenant d'optimisation, notamment ce qu'on appelle les problèmes de programmation linéaire, qu'on peut résoudre avec la méthode du simplex. Donc, nous allons étudier notamment comment maximiser, ou peut-être minimiser, une certaine fonction linéaire. Vous voyez ici, cette fonction dépend de plusieurs variables. Elle est linéaire en ces variables. On ne voit pas par exemple x1 au carré, x2 au puissance 3 ou des choses comme ça. Donc, il n'y a qu'une constante fois la première variable, plus une constante fois la deuxième, plus une constante fois la troisième, etc. Cette fonction linéaire, on essaie de la maximiser, mais la maximisation, elle est assujettie à certaines contraintes. Par exemple, x1 plus x3 doit être inférieur ou égal à 2, de x1 plus x2, etc. Voilà. Et les variables x1, x2, x3 vont être positives. On peut étudier d'autres situations, bien sûr, mais dans la vie de tous les jours en général, ce sont des quantités, ça représente des quantités. Donc, le nombre d'objets, la quantité de produits, etc. Et donc, les quantités en général sont positives ou nulles. La fonction P qu'on essaie de maximiser ou de minimiser, elle s'appelle la fonction objective. Les variables x1, x2, x3 ou x, y, z, ce sont les variables de décision. La valeur de ces variables influence la valeur, bien sûr, de la fonction objective. Maintenant, les inéquations, ça représente des contraintes. Vous pouvez imaginer que P, ça représente une fonction, c'est les revenus qu'on essaie de maximiser. Le produit X1, il nous ramène 2 $ par exemple. X2, le bureau de type 2, on fabrique des bureaux. Le premier type de bureau apporte 2 $ de bénéfices. Le deuxième, 3 $. Le troisième type, 4 $ pour chaque bureau. On souhaite connaître quel est le nombre de bureaux de type 1, de bureaux de type 2, bureaux de type 3 qu'on devrait fabriquer pour maximiser le revenu. Bien sûr, on ne peut pas fabriquer une infinité de x1, x2, x3 parce qu'il y a des contraintes sur les ressources, sur la matière première, etc. Par exemple, une contrainte, c'est que le nombre de bureaux 1 plus le nombre de bureaux 2 ne peut pas dépasser 2, par exemple. Bon, j'ai donné l'exemple de bureau, mais en général, c'est ça, c'est qu'il y a des contraintes, différents types de contraintes. Vous pouvez imaginer des contraintes sur le temps, sur les ressources, les matières premières, etc. Pour résoudre ce type de problème, on utilise en fait la méthode du simplex. Faisons une remarque. D'abord, la méthode du simplex nécessite ce qu'on appelle la contrainte de non-négativité. On a besoin que toutes les variables de décision satisfassent la contrainte, qu'elles soient toutes positives ou nulles. Elles sont non négatives. Dans la vraie vie, ça représente à peu près la plupart des situations, mais au cas où vraiment il y aurait un problème où il y a des variables qui sont négatives ou qui peuvent être négatives, il y a des méthodes, à vrai dire, pour se ramener à ce type de problème. Donc, on peut toujours se ramener à cette situation pour pouvoir appliquer le simplex. Et c'est dit d'ailleurs ici, d'abord si la variable x doit être négative, si une variable par exemple moins x, x5 doit satisfaire la condition négative, ben on peut la remplacer par une variable, on peut créer une variable x5', ça sera moins x5. Et on résout notre problème avec la nouvelle variable, et x5', maintenant elle va être positive. C'est-à-dire on peut toujours se ramener. Maintenant, si la variable peut être à la fois positive ou négative, on peut l'écrire, par exemple, il y a une variable qui peut être à la fois positive ou négative, on peut l'écrire comme y moins z. On la remplace par deux variables en ajoutant la contrainte de non-négativité pour les variables qu'on a définies. Ceci pour vous dire qu'on peut toujours se ramener en fait à ça.
Ça, la morale de l'histoire, c'est qu'on peut toujours se ramener notre problème en le réécrivant avec la contrainte de non-négativité de façon à appliquer le simplex. Regardons maintenant l'optimisation dans un plan. Un plan, donc on a deux variables, x et y. Admettons une fonction objectif linéaire de ces deux variables qu'on essaye de maximiser. On a les contraintes x plus y inférieur ou égal à 15 par exemple. Vous savez bien que si je prends xy égale 15, si je mets l'égalité xy égale 15, ça sera une droite, ce sera cette droite. Mais comme j'ai une contrainte inférieure ou égale, donc ça sera la moitié du plan. Ça sera soit ce côté, soit ce côté de la droite. Il se trouve que dans notre cas, ça sera ce côté. C'est facile de le voir, on peut essayer 0.00, il est plus petit que 15, donc 0,0, il appartient à cette zone de l'espace. Donc, on a la moitié, cette moitié du plan. Ensuite, on a la deuxième contrainte, 3y inférieur ou égal à 18. Si je prends 3y égal à 18, ce sera cette droite horizontale. Inférieur ou égal à 18, ce sera la moitié du plan délimité par cette droite. Et ça sera la moitié d'en bas. Il suffit de voir le point 0,0 où est-ce qu'il appartient finalement. Est-ce que 0,0 vérifie cette contrainte? Oui, si je mets 3 fois 0, c'est 0, il est plus petit que 18, donc oui. Ce point, il est dans la moitié du plan qui nous intéresse. Donc, ce sera cette partie délimitée par la deuxième droite. Pour la troisième contrainte, 3x, x plus 3y plus petit ou égal à 21, donc on obtient cette droite et on obtient cette partie du plan. Les contraintes de non-négativité, on a les axes ici, on a dit ça c'est la droite x égale 0, ça c'est la droite y égale 0. Et comme on a x supérieur ou égal à 0 égale y supérieur ou égal à 0, donc on se retrouve dans cette zone de l'espace, dans le premier quart. Et en fin de compte, si je résume, si toutes les conditions doivent toutes être satisfaites, ça veut dire que je me retrouve à l'intérieur de ce polygone. C'est à cet intérieur, c'est à l'intérieur ici, que toutes les contraintes sont satisfaites. Donc c'est la zone d'admissibilité. Toutes les solutions qui sont là sont admissibles, sont acceptables. Ne sont pas des solutions optimales, ils maximisent peut-être pas P, mais ils sont acceptables. Ils vérifient toutes nos contraintes. Toutes les contraintes sont vérifiées. Si je prends par exemple, allez, je prends 0, 0, et bien 0, 0, 0 plus 0 plus petit que 15, 3 fois 0 plus petit que 18, toutes les contraintes sont vérifiées. Cependant, la solution 0, 0 n'est pas optimale, puisque vous voyez que la valeur de P va être égale à 0. Il y a bien de meilleures valeurs qui donnent une meilleure valeur pour la fonction P. Donc la zone d'admissibilité ou la zone des solutions admissibles, elle est représentée ici. Elle est délimitée par ce qu'on appelle le polygone des contraintes. Et à l'intérieur, c'est le domaine réalisable, ou bien le domaine de toutes les solutions admissibles, solutions acceptables. Définition. On appelle domaine réalisable d'un problème d'optimisation l'ensemble de toutes les solutions qui respectent les contraintes. Donc toutes les solutions ici respectent les contraintes. Et nous, on cherche la meilleure, celle qui maximise la fonction objectif P. C'est là qui nous intéresse puisqu'on essaie de maximiser P tout en respectant toutes les contraintes de notre problème. Revenons donc à notre polygone. On a notre polygone de contraintes ici. On a le domaine réalisable, c'est tout ce qui est à l'intérieur de ce polygone. Donc on fait la remarque, c'est que
il se pourrait que le domaine réalisable d'un problème soit l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune zone commune à toutes les contraintes, aucune zone qui satisfait toutes les contraintes. Si c'est le cas, le problème d'optimisation ne va pas admettre de solution. Il se pourrait qu'il y ait aussi d'autres situations où le polygone des contraintes n'est pas vraiment un polygone, il va pas être borné. Admettons l'ensemble des solutions réalisables, quelque chose qui ressemble à ça, et que c'est sur toute cette zone, hein, jusqu'à l'infini, on a des problèmes qui peuvent avoir cette allure, problème mathématique en tous les cas, même si le problème concret, hein, toutes les choses sont finies dans la vraie vie, donc les ressources sont finies, le temps il est fini, tout est fini, donc dans la vraie vie, les variables doivent être bornées quelque part. Donc, quelle que soit la variable qu'on prend, hein, x, y, à un moment donné, on ne peut pas dépasser une certaine limite, par exemple. Donc, on ne peut pas prendre des quantités infinies. Mais du point de vue mathématique, il se pourrait qu'on trouve un problème où le domaine est non borné. Mais la plupart des situations, donc, on a un polygone avec un polygone fermé, avec donc un domaine admissible qui est domaine réalisable, qui est non vide. Maintenant, si on remarque la fonction objective qui était x plus 2y à maximiser, donc la fonction p à maximiser, on voit très bien ici, c'est x plus 2y. X plus 2y égale 0, c'est une droite, par exemple. On peut commencer par la droite x plus y égale 0, qu'on voit ici. Donc, pour ce point, par exemple, la fonction objective, sa valeur est 0, parce qu'ici, x égale 0, y égale 0. Donc, on peut pousser la droite vers le haut. On voit que chaque fois qu'on pousse la droite vers le haut, toutes les solutions qu'on prend ici, la valeur de la fonction p augmente. Et nous, c'est ça, on cherche à maximiser la fonction objective. On pousse, donc on peut pousser la droite, on la pousse encore plus haut. On la pousse, on est toujours dans le domaine réalisable. On peut encore pousser jusqu'à là, on a atteint la limite du domaine réalisable. Si je continue à pousser, c'est-à-dire si j'augmente encore la valeur de x et y, j'aurai une solution qui n'est pas réalisable, qui ne satisfait pas nos contraintes. Donc je m'arrête ici. Et là, ce sera ça en fait, la solution optimale. Ce sera ça la solution optimale. Il est à noter que la solution optimale, lorsqu'il existe, va être un point, un sommet, ça c'est très important à retenir, ça va être un sommet, un des sommets du polygone. La solution optimale x étoile, y étoile, qui maximise P, hein, qui maximise la fonction objective, va être un des points du polygone. S'il y en a une seule solution, il peut y avoir une infinité effectivement, si ça c'est une solution optimale et que ça aussi c'est une solution optimale, il peut y avoir une infinité de solutions optimales. Tous les points qui seront dans cette droite seront également des solutions optimales. Mais en général, lorsqu'il y a une seule solution donc, ça va être un sommet du polygone. Donc, vous pouvez déjà imaginer un algorithme de résolution. Si jamais tous les problèmes, on pouvait les représenter avec des graphiques. On pouvait juste chercher finalement, chercher la valeur de P en tous les points, en tous les sommets de ce polygone. Et comparer. Et je vois quel est le point qui est maximise. Par exemple, la valeur de P en ce point, ben, c'est clairement c'est 0. Puisque x c'est 0, y 0, et donc p c'est x plus 2y, ça donne également 0. Donc ça ne peut pas être solution optimale. On peut essayer les autres points, etc. On voit que celui-là, c'est la solution optimale. Donc comme il dit le haut, le dernier sommet atteint par la droite, ce sera la solution qui optimise la fonction p. Ce sera la solution optimale de notre problème
de programmation linéaire. Par exemple, pour nous, donc la solution est atteinte ce point qui a les coordonnées 12, 3. X égale, vous voyez bien, X c'est 12 ici. Vous voyez bien 12 ici, X c'est 12 et Y c'est 3. Donc la solution optimale, X étoile, Y étoile, c'est la solution optimale. C'est 12, 3. Et pour cette valeur, P étoile, on va noter P étoile, la valeur maximale de P étoile, c'est X étoile plus 2 étoiles, 2Y étoile. Et X étoile, donc c'est 12 plus 6, ça donne 18. C'est la valeur maximale que peut prendre la fonction objectif P. Donc, voilà. Si on devait le résoudre graphiquement, ce serait ça, la solution optimale. Et j'anticipe un petit peu la méthode du simplex, mais la méthode du simplex, qu'est-ce qu'il fait en fait? On démarre d'une solution réalisable, la solution en général 0, 0, et puis en faisant des itérations, on se déplace d'un sommet à un autre, jusqu'à ce qu'on trouve la valeur de la fonction objective dans un sommet quelconque, et de sorte qu'on ne peut pas aller dans un autre sommet sans le risque de réduire la valeur de la fonction objective. Voilà. Donc en fait, ça serait d'aller de ce point à ce point, ensuite ce point et ce point par exemple. Ce serait pousser la droite dans cette direction, pousser la droite dans cette direction et prendre les sommets à chaque fois. Ce serait ça la méthode du simplex, mais bien sûr elle se fait avec des tableaux, etc. Donc on marque, il est possible que le dernier endroit touché par la fonction objective correspond à une des arêtes du polygone. Dans ce cas, tous les points de segment de cette droite seront une solution optimale. Donc si je prends la droite ici, x plus y égale constante, je vois que quand je la pousse, il va toucher ce point. Mais admettons que sa pente, donc on a une autre droite dont la pente c'est celle-là par exemple. Dans ce cas-là, quand je pousse cette droite, je vois que à la fin, il ne va pas toucher juste un sommet du polygone, il va toucher toute une arête. C'est-à-dire, elle va toucher cette arête-là. En gros, ce point va être une solution optimale, celui-là également. Et tous les points intermédiaires, tous les points qui sont sur cette arête, seront également des solutions optimales. Dans ce cas-là, il va y avoir une infinité. Voilà. Mais si, lorsque je pousse ici, comme la droite ici, quand je la pousse, il va toucher en un seul point, le nombre de solutions optimales sera une seule solution. Comme c'est le cas ici, c'est la solution, c'est le point 12, 13, 12, 3. On vient de voir l'optimisation dans un plan, notamment lorsqu'on a deux variables de décision. Que se passe-t-il si on avait trois variables de décision? X, Y, Z. On serait amené à faire finalement une optimisation dans l'espace. Admettons, on a toujours notre problème d'optimisation, on maximise une certaine fonction objective et que les contraintes sont celles-là. Donc maintenant, les contraintes font intervenir trois variables. Trois variables X, Y, Z. Tout à l'heure, chaque contrainte, c'est une droite. Maintenant, chaque contrainte, c'est un plan. En fait, si je mets l'égalité, ça devient un plan. Quand je mets inférieur ou égal, donc c'est la moitié de l'espace délimité par un plan. Voilà, donc chaque contrainte, c'est la moitié de l'espace délimité par un plan. Et donc, on se retrouve avec une espèce de polyèdre. Et non pas un polygone cette fois-ci, c'est un polyèdre. C'est le polyèdre de contrainte. La fonction objective sera sous la forme une constante fois première variable de décision, plus une constante la deuxième variable, plus constante la troisième variable à maximiser. Or, on sait que ça, c'est un plan. Si je mets cette équation égale une constante quelconque P, ça va être un plan dans l'espace. Donc finalement, c'est un plan qu'on va bouger. Et par analogie avec ce qu'on a vu précédemment dans l'optimisation dans le plan, la solution, ce sera un point
un des sommets du polygone des contraintes. Donc la méthode du simplex finalement va consister à se déplacer, à démarrer déjà d'une solution réalisable, une solution admissible. En général, on prend la solution 0, 0 au début. Si vous voyez la solution 0, 0, 0, c'est une solution admissible, acceptable. Sauf qu'il n'est pas optimal, il ne maximise pas notre fonction objectif P. Donc la méthode de simplex consiste à démarrer ça, et puis, en suivant certaines étapes, on se déplace finalement d'un sommet jusqu'à aboutir à la solution optimale du problème. Donc finalement, c'est un plan. Cette fonction objectif va représenter un plan qu'on va déplacer dans une certaine direction, qui maximise P. Et lorsqu'on le déplace, à un moment donné, il va toucher un sommet. Ça sera une autre solution, une nouvelle solution admissible. Si je peux encore pousser le plan plus haut sans qu'il sorte de domaine réalisable, je le pousse encore jusqu'à ce qu'il touche un autre sommet. Si je peux encore le pousser, je pousse encore, c'est-à-dire qu'en le poussant, ça veut dire en augmentant la valeur de la fonction P. Et là, par exemple, ici, si je pousse encore plus haut, je vais sortir du domaine des solutions réalisables. La solution n'est même pas réalisable puisqu'il ne va pas satisfaire les contraintes. On va s'arrêter en disant par exemple que c'est celle-là la solution optimale. Donc ce plan, en fait, le plan, on le pose dans quelle direction? Enfin, pour ceux qui ont fait un peu d'algèbre linéaire, on le pose dans la direction du vecteur n, qui est normal à ce plan, qui est perpendiculaire à ce plan, et qui a les composantes ABC qu'on peut lire directement de l'équation de ce plan. Donc le dernier point du polyèdre rencontré par la fonction objectif correspondra à la solution optimale. Donc ce point va forcément l'un des sommets, mais il se pourrait que ce plan va rencontrer non seulement un sommet, mais carrément toute une face, par exemple toute cette face, ou toute une arête. Donc on pourrait avoir une infinité de solutions finalement. Voilà donc à peu près la méthode du simplex du point de vue graphique. On peut le représenter avec des schémas comme ça lorsque on a juste 2 variables ou 3 variables. Mais dans la vraie vie, on peut avoir n variables. Malheureusement, pour n supérieur à 3, on ne peut pas représenter par un schéma, mais le principe, c'est le même. Donc si on a n dépasse 3, les diverses inéquations, les diverses contraintes représentent chacune une région dans l'hyperespace. Et les frontières correspondent à des hyperplans de dimension n. Les polyèdres des contraintes représentent le domaine réalisable. Et la solution optimale du problème se trouvera nécessairement à l'un des sommets de ce polyèdre dans l'espace de dimension n.